Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc nous allons commencer par les équations de Maxwell dans le vide, en dehors de la présence de sources de charge et de courant que nous abordons ici. Les phénomènes électromagnétiques sont régis par les équations de Maxwell. On peut écrire divergence de D égale ρ, rotationnel de H moins la dérivée de D par rapport au temps est égal à J, le courant, densité de courant. Le rotationnel de E plus la dérivée de B par rapport au temps est égal à 0, et la divergence de B est égale à 0. Dans le cas de sources externes placées dans le vide, on a D égale epsilon 0 E et B est égal à mu 0 H. Les deux premières équations, ici, deviennent alors avec ça, divergence de E égale ρ sur epsilon 0, et rotationnel de B moins dérivée de E par rapport au temps divisé par C carré, la vitesse de la lumière, est égal à mu 0 J. Ces équations de Maxwell contiennent implicitement l'équation de continuité reliant les densités de charge et de courant, c'est-à-dire dρ sur dt plus la divergence du courant égale 0. L'équation de continuité de conservation typique. Elle est obtenue en combinant la dérivée temporelle de la première équation avec la divergence de la deuxième équation. La déduction est assez immédiate. Une autre équation essentielle, elle, pour décrire le mouvement d'une particule chargée, est l'équation de force de Lorentz. On dit aussi de Newton-Lorentz. C'est-à-dire F égale Q fois E plus V croix B. Donnant la force agissant sur une charge ponctuelle Q avec une vitesse V en présence de champs électriques et magnétiques. Ces équations sont écrites en unité SI. La vitesse de la lumière joue un rôle crucial en électrodynamique. Dans le système SI, elle est donnée par C égale racine carrée de epsilon 0 fois mu 0. Nous l'avions vu. Et ainsi qu'on l'a vu, le mètre est aujourd'hui défini en fonction de la seconde, elle-même définie à partir d'une transition hyperfine du césium-133, et de la vitesse de la lumière, qui est alors définie comme ayant une valeur exacte, C égale 298 740
82, 58, si je me trompe, 58, 458, pardon, 458, donc 298 782 458 mètres par seconde. Cette définition suppose que la vitesse de la lumière est une constante universelle, ce que confirment les témoignages expérimentaux indiquant que cette vitesse est, avec une très grande précision, indépendante de la fréquence, depuis les très basses fréquences jusqu'à au moins une fréquence de nu égale 10 exposant 24 Hz, c'est énorme. En termes de photons, ce sont des photons de 46 gigaélectronvolts, 46 milliards d'électronvolts, ce qui est également énorme à comparer aux quelques électronvolts des photons dans la photochimie. En pratique, on peut prendre l'approximation C égale 3 fois 18 mètres par seconde, c'est-à-dire environ 300 000 km par seconde. Si on veut être beaucoup plus précis, si on en a besoin, on peut prendre par exemple C égale 2,998 fois 10, 8 mètres par seconde. Les champs électriques et magnétiques E et B, qui figurent dans les équations, furent initialement introduits à partir de l'équation de force. C'est par leurs effets qu'ils ont été mis en évidence. Les expériences de Coulomb permirent d'observer les forces s'exerçant entre distributions de charges localisées, et il s'avéra alors utile de définir le champ électrique E par la force par unité de charge. Ceci, QE. E égale F sur Q, en l'absence de champ magnétique. De manière analogue, les expériences d'Ampère permirent d'étudier les forces s'exerçant entre boucles de courant. Si on identifie NA, QV, à un courant traversant un conducteur de section A, contenant N porteurs de charge Q, par unité de volume, se déplaçant à la vitesse B, on constate que la valeur de B dans cette relation est, par définition, la force par unité du courant. Mais E et B sont bien plus que des substitutions commodes des forces générées par la distribution de charges et de courant. Premièrement, leur introduction découple conceptuellement les sources des corps d'épreuve subissant les forces données dans l'espace découple les sources des corps d'épreuve subissant les forces électromagnétiques des effets électromagnétiques eux-mêmes. Si les champs E et B, issus de deux distributions de sources, sont identiques en un point donné de l'espace, les forces agissant sur une charge ou un courant d'épreuve situé en ce point sont identiques pour les deux distributions, indépendamment de la différence des distributions sources. Cela confère à E et à B un sens à part entière, indépendant des sources. Deuxièmement, le champ électromagnétique peut exister dans les régions d'espace dépourvues de sources, transportant de l'énergie, de la quantité de mouvement et du moment cinétique.
Son existence est donc totalement indépendante des charges et courants qui lui ont donné naissance. En fait, en dépit de tentatives régulièrement réalisées pour éliminer toute référence explicite au champ en faveur d'une description par action à distance des particules, les concepts de champ électromagnétique est l'une des idées les plus fécondes des physiques et quantique. Et si par des jeux d'écriture c'est encore réalisable pour les équations classiques, d'éliminer E et B, avec pas mal de jonglerie, notamment pour les effets à distance, avec retard, le passage à une théorie quantique, les photons, c'est un vrai suicide théorique d'essayer de faire ça sans le champ électromagnétique, et donc sans les photons. Voilà, et nous continuerons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.